Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Narco Business, l'irrésistible ascension des mafias mexicaines. De Babette Stern. L'entreprise la plus prospère du Mexique ne figure pas au top 10 des sociétés aztèques et n'est pas non plus inscrite au registre légal du commerce. C'est un consortium de cartels de la drogue qui inonde le marché mondial de produits illicites, de la cocaïne aux drogues de synthèse en passant par l'héroïne, et dont l'argent a infiltré 81% du tissu économique et social du pays. En 4 générations, les petits contrebandiers mexicains des années 20 se sont transformés en puissances mafieuses et financières les plus influentes de la planète. Ces capos ne sont plus des artisans mais des patrons de multinationales, en costume-cravate, qui utilisent Internet et l'artillerie lourde, habitent les quartiers huppés et sont protégés par des hommes à oreillettes. Cette enquête nous plonge au cœur du narco-business mexicain. L'auteur dresse le portrait de ces hommes, fils de bonne famille ou de paysans, devenus des hommes d'affaires millionnaires qui éliminent de sang-froid ce qui les gêne. Juges, policiers, procureurs, journalistes, hommes politiques et concurrents. À travers ce récit, c'est aussi un pays qui se dessine. La violence quotidienne, l'immigration, la pauvreté, la corruption, la politique et la question de son avenir. Narco-dictature ou état de droit? Babette Stern est journaliste, spécialiste des grands sujets économiques internationaux. Après 10 ans au monde, elle a été correspondante de Libération au Mexique et en Amérique latine, où elle se rend régulièrement. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Introduction. Cartel mexicain et mondialisation. Inutile de chercher leur nom dans la liste des 30 valeurs du Dow Jones, l'indice phare du New York Stock Exchange, pas plus que dans le CAC 40 ou le Hang Seng de Hong Kong. Pourtant, leur poids financier, leur chiffre d'affaires, leur présence internationale, leur structure industrielle et le nombre de leurs collaborateurs ne détonneraient pas aux côtés des grosses capitalisations boursières que sont Apple, Total ou HSBC. Les cartels mexicains ne sont pas des entreprises tout à fait comme les autres, et les matières premières qu'ils commercialisent brutes ou raffinées, le pavot, la cocaïne et le cannabis, ne sont pas cotées à la bourse du commerce mondial qu'est le Chicago Board of Trade, comme le soja ou le blé. Mais ce sont bel et bien des entreprises. Les unes évoluent dans un cadre légal. Les autres s'épanouissent dans l'économie parallèle. La différence entre les deux types de sociétés est essentiellement réglementaire. Les entreprises de Wall Street payent des impôts, obéissent à des règles de concurrence strictes, sont soumises à des contrôles de qualité de leurs produits, doivent acquitter des taxes douanières. Leurs clients ont des recours légaux si le produit n'est pas conforme à la commande, leurs employés sont protégés par des lois sur le travail. Elles doivent verser des dividendes à leurs actionnaires. Dans le monde parallèle des mafias, aucune de ces contraintes n'existe. Les bénéfices vont directement dans la poche des dirigeants, la concurrence est sauvage, le client doit se contenter du produit livré, les employés sont exploités. Mais le fonctionnement industriel est le même, ou presque. L'économie de marché, les effets de la mondialisation, les innovations des technologies, la libre circulation des marchandises, le développement des marchés financiers et la prolifération des paradis fiscaux sont exploités par les unes et les autres. Elles alimentent le système capitaliste. Les barons de la drogue mexicains ressemblent à des hommes d'affaires, portant costume et cravate. Si les patrons sont des self-made men, leur état-major est passé par les universités. Ils sont entourés d'une armada de financiers, de juristes et d'investisseurs. Le chiffre d'affaires total de la drogue est estimé par l'ONU à 450 milliards de dollars par an, 50 milliards de plus que les ventes d'armes. Toujours selon l'ONU, le chiffre d'affaires annuel de la cocaïne est de 88 milliards de dollars. Les Américains en consomment 41%, soit un marché de 36 milliards de dollars. 90% de la cocaïne consommée aux États-Unis passe par les cartels mexicains. Le Mexique est, derrière l'Afghanistan, 7700 tonnes et le Myanmar, 410 tonnes, le troisième pays producteur d'opium avec une production de 325 tonnes par an, chiffre 2008 de l'ONU, dont les 3/4 servent à fabriquer de l'héroïne,
une des drogues les plus répandues au monde. Il en produit 38 tonnes par an, 380 tonnes pour l'Afghanistan et 40 tonnes pour le Myanmar. En 2 décennies, les cartels mexicains se sont hissés au premier rang du trafic de drogue, supplantant les Colombiens dans cette spécialité. Rompant avec les règles non écrites qui les liaient au groupe narco d'Amérique du Sud, les cartels mexicains contrôlent pratiquement le centre et le sud du continent où ils se fournissent en précurseurs chimiques pour préparer des drogues synthétiques dont ils sont devenus les grands spécialistes. Dans tous les pays latino-américains, y compris le Belize, ils ont établi des bases patrimoniales pour 3 raisons. Surveiller les routes de transit des biens et services illicites qu'ils gèrent, protéger leurs actifs générés par leurs activités et garantir l'approvisionnement des produits qu'ils utilisent. Ils sont présents dans tout l'hémisphère. Des pays comme l'Argentine n'ont pas de loi interdisant l'importation de précurseurs chimiques, ce qui augmente le trafic à travers l'Amérique centrale. Au niveau mondial, Mexico est la destination principale des chargements d'éphédrine et de pseudoéphédrine qu'utilisent les mafias pour fabriquer des méthamphétamines. L'Inde est le principal fournisseur. Selon une enquête réalisée par le Mexicain Edgardo Buscaglia, chercheur à l'Institut technologique autonome de Mexico, ITAM, et directeur du Centre international de développement juridique, les cartels mexicains, et en particulier le plus important, celui du Sinaloa, ont noué des alliances stratégiques avec des organisations indiennes. Pour lui, les groupes mexicains ont créé de nouveaux débouchés pour le trafic d'héroïne sur le marché des États-Unis. On les voit désormais opérer en dehors du marché mexicain. Ils ne se contentent plus de gérer la drogue qui passe par le Mexique, ils s'implantent aussi sur le marché mondial des stupéfiants. Des alliances entre Mexicains et organisations criminelles du Moyen-Orient seraient en train de voir le jour. Le patron du Sinaloa, Joaquín Guzmán, qui figure dans la liste Forbes des fortunes mondiales, ne se rend pas lui-même en Turquie. Il dirige ses affaires à travers des sociétés d'import-export ou des transporteurs avec lesquels il traite toute l'année. Une technique du cartel du Sinaloa consiste à entrer en contact avec des fournisseurs d'héroïne lors de l'exportation ou de l'importation du produit, si bien que lorsque l'héroïne arrive à Chicago ou à New York, l'organisation mexicaine se comporte comme si elle était une entreprise de sous-traitance. Elle reçoit de la drogue et la distribue sur le marché local, dit M. Buscaglia. Les chargements qui arrivent au Canada et aux États-Unis proviennent du Mexique, mais ils sont produits en Afghanistan, pays qui fournit actuellement 90% de l'héroïne au niveau mondial. Les cartels mexicains sont présents sur le marché turc grâce à des contacts sur place, principalement à travers des entreprises dans lesquelles ils ont des participations minoritaires ou des personnes qu'ils placent eux-mêmes comme fournisseurs de biens et de services illicites. Ces entreprises servent d'intermédiaires pour l'achat de l'héroïne qui arrive sur les marchés canadiens, américains et mexicains. Ces hommes d'affaires échangent de la drogue contre des armes ou des êtres humains, dit-il. Il existe toutes sortes de variantes de ce trafic en fonction de la région. Selon Edgardo Buscaglia, les cartels mexicains sont implantés dans le monde entier et ont des filiales dans 47 pays, au Canada, en Europe, en Afrique. Aux États-Unis, ils maîtrisent les réseaux de distribution dans 48 des 50 États, où ils ont ouvert 235 centres de distribution en gros. Leur développement se fait également par la diversification. Le trafic de drogue est le cœur de leur métier, mais ils sont présents dans le trafic d'armes et réalisent une bonne partie de leurs bénéfices grâce au trafic de migrants, la piraterie, le trafic d'organes, au total 22 délits qui tombent sous le coup de la loi. Ils dominent le marché américain dont ils contrôlent l'entrée, mais on trouve des traces d'investissement en Roumanie et en Bulgarie, ce qui leur ouvre la porte de l'Europe. Le cartel du Sinaloa est le plus gros, le plus dynamique, le plus mondialisé et sans doute le plus structuré. D'autres s'essayent également à l'international comme les États, dissidences du cartel du Golfe, qui ont noué des contacts avec les mafias italiennes, notamment la Calabrese, l'Ndrangheta. C'est en tout cas ce qu'affirme le procureur de Calabre, Nicolas Gratry. Pour Barry McCaffrey, le monsieur antidrogue de Bill Clinton, les revenus annuels de la drogue des cartels mexicains aux États-Unis sont supérieurs à 25 milliards de dollars par an,
dont il rapatrie quelques 10 milliards au Mexique, ce qui en fait la 4e rentrée de devises après le pétrole, le tourisme et les remessas, les virements des migrants. Cet argent est réinvesti dans l'économie mexicaine. La forte présence des mafias contribue à faire tourner la machine économique. Les capis investissent dans l'immobilier, achètent des terrains et ont un train de vie qui fait marcher le commerce. Les magasins de luxe, les vendeurs de voitures, les sociétés privées de sécurité, les restaurants, les bijoutiers, tout le monde profite de la manne. Sans aller jusqu'à dire que les cartels sont les premiers employeurs du pays, ils donnent assurément du travail à toute une frange de la population qui n'a souvent pas d'autre choix pour survivre. Des familles entières sont souvent impliquées dans le trafic, le père, la mère, les enfants, chacun ayant un rôle dans la vente au détail pour la consommation intérieure. L'argent des cartels mexicains a infiltré 81% de l'économie mexicaine, affirme Edgardo Buscaglia, qui ajoute, bien qu'il l'utilise lui-même, parce que le mot est entré dans le vocabulaire courant, que le terme cartel est impropre pour définir les organisations criminelles mexicaines. Un cartel est une entente entre les fournisseurs qui dominent un marché et en définissent la production et le prix. Le monsieur antidrogue de Barack Obama, Gilles Kerlikowske, a d'ailleurs proposé fin janvier 2011 de rebaptiser les cartels « entreprises criminelles multifacettes » compte tenu de la diversification de leurs activités. Qu'on les appelle cartels par facilité ou ECM. Comme le suggère M. Kerlikowske, ces organisations forment au sein de l'économie mexicaine un oligopole ou plutôt un narcoligopole. On dénombre 7 cartels mexicains à ce jour qui, ensemble, fournissent la quasi-totalité du marché américain de la drogue. Qu'ils se combattent ou s'associent, leur situation économique dominante face à une multitude d'acheteurs sur ce marché précis répond à la définition exacte de l'oligopole. Ce livre raconte comment l'industrie de la drogue est née au Mexique, comment elle s'est développée, et comment les événements et l'audace de ces différents acteurs ont peu à peu débouché sur cette forme particulière d'organisation de marché. Première partie, la genèse d'un oligopole pas comme les autres. Chapitre 1, les têtes d'Acapulco. La dépêche de l'agence France Presse tombe à 15h38:42. Mexico. Les corps décapités de 15 hommes ont été découverts samedi à proximité d'un centre commercial, ont annoncé les autorités policières de l'État du Guerrero. 16h09:55. Mexico. Sur le trottoir du centre commercial Plaza Sendero, on a trouvé les corps décapités de 15 personnes de sexe masculin. Il s'agit du plus grave massacre de ce genre au Mexique depuis la décapitation en août 2008 de 12 personnes dans l'État du Yucatan. La découverte macabre est intervenue à 00:44. Les policiers avaient été appelés pour un incendie, mais ils ont trouvé sur les lieux 5 véhicules abandonnés, et les 15 corps, ainsi que des messages de menaces qui portent la signature de cartels de la drogue. Les têtes étaient regroupées en un seul endroit, à l'exception d'une, à moitié détachée du corps et avec un impact d'arme à feu. 2 jours plus tard, le rapport d'expertise des services de police précise que 14 des 15 jeunes gens étaient vivants quand on leur a tranché la tête avec une hache. Les plus jeunes avaient 17 ans, les plus âgés 25. Nous ne sommes pas au Moyen Âge, mais le 8 janvier 2011 dans la station balnéaire d'Acapulco sur la côte pacifique du Mexique. Le massacre saisit d'effroi l'opinion internationale par sa sauvagerie, le nombre et la jeunesse des victimes. Pour les Mexicains, il vient s'ajouter à la longue litanie des meurtres qui endeuillent le pays quotidiennement. La guerre déclarée au cartel de la drogue par le président mexicain Felipe Calderón a entraîné le Mexique dans une spirale de violence incontrôlable. Les coups portés par l'armée dans la fourmilière criminelle ont ouvert des brèches dans lesquelles s'engouffrent de nouveaux gangs. Un territoire laissé en friche par l'arrestation d'un baron local ou le déclin supposé d'une bande rivale est immédiatement mis à profit. Des convives de plus en plus nombreux se pressent autour du buffet et la lutte est féroce pour attraper une part du gâteau. Les plus affamés sont sans doute les États qui se sont émancipés de la tutelle du cartel du Golfe auquel ils étaient auparavant inféodés. Le groupe, formé par d'anciens membres des corps d'élite de l'armée mexicaine,
a intégré dans ses rangs certains de leurs homologues guatémaltèques, les Caïbiles, connus pour leurs pratiques sanguinaires. Les États défendent leur droit à concourir aux côtés des cartels historiques, auxquels ils prêtent main forte à l'occasion. Ils participent au trafic de drogue, mais leur principal fonds de commerce est l'exploitation des centaines de milliers de migrants d'Amérique centrale qui traversent le Mexique pour tenter de rejoindre les États-Unis. La prostitution, l'extorsion, le racket, les enlèvements, le trafic d'organes. On leur attribue le massacre des 72 migrants découverts en août 2010, dans une maison au nord du Mexique. Alors le sang coule. Ces traces permettent de dessiner une cartographie assez précise du crime organisé. Acapulco est toute la côte du Pacifique où est débarquée la cocaïne venue d'Amérique du Sud, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, qui sont les principaux points de passage de la drogue vers les États-Unis. La violence qui s'abat sur ces villes frontalières est à la mesure de l'enjeu financier que représente le business de la drogue. Près de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui, après les faux frais, la corruption des fonctionnaires et des politiques, le paiement des salariés, le prix de la matière première, les coûts de transport et de distribution, l'achat des armes, laisse encore un bénéfice confortable. La preuve la plus éclatante est l'apparition d'un des seigneurs de la drogue dans le classement des millionnaires de la planète, du magazine Forbes, dont un autre Mexicain, Carlos Slim, occupe la première place. Joaquín El Chapo Guzmán, patron du puissant cartel du Sinaloa, lui, est classé 937e avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars. La fiche signalétique établie par Forbes précise qu'il évolue dans l'industrie du transport SIC et vit dans l'État du Sinaloa. C'est un self-made man. Il a 54 ans. C'est l'homme le plus recherché du Mexique, et les États-Unis ont offert 5 millions de dollars pour sa capture. Arrêté en 1993 pour homicide et trafic, il s'est évadé en 2001 d'une prison de haute sécurité dans, dit-on, des sacs de blanchisserie. Il est, depuis, introuvable par les autorités, mais signalé dans tous les États du pays comme lorsqu'il se marie pour la 4e fois en 2007, au vu et au su de tous les gens du coin. En 20 ans, le Mexique est devenu la première plaque tournante de la drogue au monde. L'entreprise de Joaquín El Chapo Guzmán est une multinationale dont les ramifications s'étendent, selon les spécialistes, dans 47 pays, y compris en Europe, qui a ses propres laboratoires en Colombie, ses entrepôts au Costa Rica, ses bénéfices dans les paradis fiscaux et son patrimoine au Mexique dont l'économie serait infiltrée à 80% par l'argent du crime. Cette lutte à mort pour la suprématie des territoires entraîne une surenchère inévitable. Dans le monde des narcos, une réputation se construit en démontrant son aptitude à la violence. Les meurtres doivent être forcément spectaculaires. Leur impact psychologique sur la population et la bande rivale est proportionnel à la qualité de la mise en scène. Alors, pour les besoins de la cause, les mafieux sont passés maîtres de la communication. Les jeunes générations qui ont intégré les bandes ont grandi dans la culture de l'image et d'Internet. Adeptes des réseaux sociaux Twitter ou Facebook, elles ont investi le site YouTube où elles diffusent des images de leurs prisonniers avant de les abattre. Une vidéo montrant 2 trafiquants assassinés ensuite a ainsi permis de découvrir 18 corps dans une fosse clandestine à Acapulco. Un autre cadavre, celui d'un homme torturé, a été retrouvé dans l'état du Chihuahua. Cet homme avouait ses liens avec des trafiquants dans une autre séquence postée sur YouTube le mois précédent, où il apparaissait sous la menace des fusils de ses ravisseurs. Des pratiques empruntées au terrorisme. La toile est devenue un instrument de communication privilégié. Le blog du narco, El Blog del Narco, signale presque en temps réel les nouvelles de la journée. La réalité de ce que vit le Mexique nous parvient par petites touches successives. On s'est amusé de l'inventivité des narcos qui ont développé une marijuana génétiquement modifiée qui résiste aux pesticides et que la petite taille met à l'abri des avions patrouilleurs, qui ont creusé des tunnels ou qui expérimentent la catapulte pour projeter de la drogue de l'autre côté de la frontière. On s'étonne à peine de savoir que la construction de la chapelle de la petite ville de Pachuca aurait été financée par les États et que le capot le plus recherché du monde
se promène au nez et à la barbe des autorités mexicaines. Et puis, on apprend avec stupéfaction qu'une jeune femme de 20 ans, Marisol Vallès, a pris le commandement de la police d'une des localités les plus dangereuses du Mexique, parce qu'il n'y avait plus personne après que le maire eût été assassiné et plusieurs policiers municipaux tués avant lui. La publication d'un éditorial du quotidien El Diario de Ciudad Juárez, la ville la plus violente du pays, 24 heures après qu'un de ses journalistes eût été assassiné, qui demande au cartel ce qu'ils attendent du journal, ce qu'ils veulent qu'il publie ou non puisqu'ils sont devenus de facto les maîtres de la ville, nous fait mesurer la mainmise du crime sur des territoires entiers devenus des zones de non-droit. Et puis c'était. Le tableau n'est pas raccord avec le Mexique des vacances et des sites archéologiques. Et encore, rien ne nous parvient ou presque de l'horreur quotidienne, d'une foule qu'on mitraille dans une fête, des voitures piégées qui explosent près des postes de police, des victimes collatérales par centaines, des femmes, des enfants, de la terreur de la population, les écoles fermées, la fuite si c'est possible vers les États-Unis. Le Mexique est-il un pays en guerre? Non. Et pourtant, des colonnes de blindés et de militaires sillonnent son territoire. Des troupes ennemies ont-elles envahi son sol? Non. Et pourtant, les attaques contre sa population sont quotidiennes. Comment expliquer alors qu'un pays en paix ait perdu plus de 30 000 de ses enfants en 4 ans, 15 273 pour la seule année 2010? Il faut remonter pour cela un siècle en arrière. L'histoire commence là. Chapitre 2. La vocation précoce du Sinaloa. L'avion descend lentement sur l'aéroport de Culiacán, à 2h30 au nord-ouest de Mexico, dans le golfe de Californie. Sur le tarmac, on distingue une myriade de petits Cessna privés bien rangés les uns à côté des autres. Impossible de les voir de plus près. Au débarquement, les agents de sécurité canalisent le flux des passagers directement vers la sortie. Le voyageur égaré qui s'approche de l'aire de parking est rabroué violemment. Les gros bras chargés de surveiller les zincs des patrons ne plaisantent pas avec la sécurité. Il n'est pas bon d'être trop curieux dans une ville où les querelles se règlent avec du plomb. Bienvenue dans la capitale du Sinaloa, où se sont écrites, au début du XXe siècle, les premières pages d'une réussite commerciale que rien ne laissait présager. C'est là, dans cet état coincé entre le Pacifique et la Sierra Madre, que sont nées les figures les plus emblématiques d'une industrie dont les branches vont, au fil des décennies, s'étendre à l'ensemble du pays et devenir le fleuron inavouable de l'économie mexicaine. La ville sans charme regorge de bijouteries de luxe dont les vitrines présentent des petits pistolets en or incrustés de diamants et de boutiques de mode où les jeunes narcos achètent des gilets en peau d'autruche capables, dit-on, d'arrêter les balles, et des Santiago en croco à pointe d'argent. Les limousines noires blindées aux vitres fumées à 100 000 $, la bête, et les gros 4x4 dopés pour parer à d'éventuelles poursuites, circulent lentement dans les rues poussiéreuses et sales. Un peu à l'écart, des villas somptueuses se cachent derrière de hauts murs d'enceinte. L'atmosphère est lourde et menaçante. Ici, on a la gâchette facile. Les gains sont rapides et la vie courte. Mais on meurt comme on a vécu, dans l'opulence. Le cimetière privé, les jardins d'Umaya, à quelques centaines de mètres au sud de la ville, témoignent des fortunes colossales qu'ont amassées les seigneurs de la drogue. Entre les allées arborées et le gazon minutieusement entretenu se dressent des mausolées de 4 mètres de haut, plus extravagants les uns que les autres, où domine le marbre noir et rose incrusté de pierres précieuses, les coupoles recouvertes de poudre d'or, les vitres teintées et blindées, les portes en fer forgé ouvragé. L'architecture est monumentale, le style baroque, les colonnes doriques et les chapelles anonymes. La vocation du Sinaloa pour la culture et le commerce de drogue est née au début du XXe siècle. Depuis quelques années déjà, le pavot avait fait son apparition avec l'arrivée des Chinois venus travailler à la construction du chemin de fer, être ouvriers agricoles dans les champs de coton ou remplacer dans les mines une main-d'œuvre mexicaine qui refusait les salaires de misère. La majorité d'entre eux avaient débarqué sur la côte pacifique par les ports de Mazatlan et de Topolobampo, poussés vers le Mexique par la loi d'exclusion américaine de 1882 qui leur interdisait désormais la porte des États-Unis.
À peine le pied posé à terre, certains ont pris la route vers le nord pour essayer d'y passer clandestinement et, faute d'y parvenir, sont restés à la frontière. D'autres ont choisi de faire souche dans le Sinaloa. Tous apportaient dans leur besace un peu d'opium pour leur consommation immédiate et beaucoup de graines de pavot, une plante inconnue des paysans mexicains, plus familiers de la forme étoilée de la feuille de marijuana. En 1920, une année avant que le gouvernement fédéral ferme par décret ses frontières aux migrants chinois, ils sont 1 millier au Sinaloa, sur une population d'environ 320 000 habitants, à vivre de la culture maraîchère. Une partie de leur terre cultivable est consacrée au pavot, qu'ils transforment ensuite en opium à fumer, suivant leurs coutumes. On aurait pu les croire bien intégrés dans la vie économique de la région, en les voyant arriver au marché de Culiacán à l'aube, les épaules courbées sous le poids de la palanche à laquelle pendent de gros paniers d'osier, pour vendre leur production de tomates, d'oignons, de carottes, de radis, de choux et de laitues. Au contraire, leur force de travail et leur dynamisme commercial inquiètent. Ils sont paysans mais aussi cuisiniers, blanchisseurs, cordonniers, et la place qu'ils ont prise dans le tissu social irrite de plus en plus les habitants de la région. Un sentiment xénophobe commence à s'exprimer ouvertement. Sous couvert de lutter contre le vice incarné par cette communauté opiomane, une campagne anti-chinoise se développe bientôt. Le 28 juin 1922, El Democrata, une des revues les plus importantes de l'époque, publie sous le titre « On ne permettra pas la plantation du pavot au Sinaloa », un article visant les Chinois sans les nommer, affirmant que l'on combattrait sans relâche certains éléments étrangers qui se consacrent à la culture et la vente illégale de substances toxiques. Le mouvement gonfle au point qu'en 1924 est créé le Comité anti-chinois du Sinaloa. L'initiative vient d'un commerçant cossu de Culiacán, inquiet pour son chiffre d'affaires. José María Ortegón attise la haine de ses concitoyens, réclamant l'expulsion pure et simple des Chinois et l'expropriation de leurs terres. À cette époque, l'idée est largement partagée que les Chinois appartiennent à une race inférieure et menacent une prospérité nationale que les Mexicains espèrent après plus de 10 ans de révolution fratricide. Fort d'une population de plus en plus hostile, le seigneur Ortegón organise la nuit des battues pour faire la chasse aux Chinois. Une fois attrapés, les malheureux sont parqués sans ménagement avant d'être déportés en train vers d'autres régions. Les affidés du comité s'emploient avec tant de zèle à faire régner la terreur qu'au tournant des années 30, la communauté chinoise du Sinaloa ne compte qu'un peu plus de 200 membres disséminés sur l'ensemble de l'État. Elle laisse derrière elle des champs de pavots et un savoir-faire enseigné aux paysans du cru, à une époque où la demande d'opium est en constante augmentation, entraînant l'ouverture de nombreuses fumeries dans les grandes villes de la région. En 1925, le gouvernement des États-Unis a reçu un rapport selon lequel un champ de 4000 mètres carrés de pavots a été découvert près de l'hacienda El Guayabo. Le président municipal de cette bourgade accuse le Chinois Felipe Wong d'en être le propriétaire. Pour lui, certains membres bien connus de la police locale ont des intérêts dans ce négoce. À la fin des années 30, la production d'opium et de marijuana n'atteint pas, et de loin, les niveaux des autres productions de la région. C'est un secteur marginal de l'agriculture, à usage principalement domestique, même si on trouve des amateurs sur le versant américain de la frontière. Son illégalité. La production et la commercialisation de la marijuana furent interdites en 1920, celle de l'opium en 1926, en fait malgré tout un filon dont la rentabilité n'a pas échappé à la sphère politique et policière qui monnaie la protection, indispensable aux cultivateurs et aux intermédiaires, ou même participe directement à la filière. Le Sinaloa est surtout connu pour sa production horticole et son industrie sucrière. Les statistiques officielles de l'époque le situent à la 2e place des producteurs nationaux de sucre et à la 1re pour les tomates. Ce développement s'est fait grâce à la politique d'aide des gouvernements post-révolutionnaires d'Álvaro Obregón et de Plutarco Cal, qui choisirent les États du Nord-Ouest comme fer de lance de l'exportation agricole. Outre le fait que les deux hommes sont originaires de la région, leur choix répond à des critères objectifs.
La diversité du relief du Sinaloa et les 11 rivières qui le baignent sont propices à l'agriculture. Une infrastructure de communication étendue, notamment les ports de Mazatlan et de Topolobampo, facilite les importations et les exportations vers les États-Unis. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.